Alors, nous accueillons Kevin, qui a travaillé sur l'ergonomie par la position assise lors de l'intubation orotrachéale. Comparaison expérimentale du positionnement de l'IAD dans sa pratique quotidienne au bloc opératoire. Bon, bonjour à tous et à toutes, je suis Kevin, je suis infirmier anesthésiste au CH Béthune-Beuvry, à mi-temps partagé entre le bloc opératoire et le SMUR. Mon binôme et partenaire de vie n'a pas pu se présenter aujourd'hui parce qu'elle était pour raison professionnelle. Voilà. Donc je vais vous introduire le sujet d'étude, tout comme la problématique élaborée, ainsi que la méthodologie, les résultats, discussions, les différentes hypothèses, ainsi que limites et biais, et une petite ouverture en finale. Donc, pour introduction, de nos jours, la population est vieillissante. Les TMS sont un réel problème de santé actuel qui nous concerne tous et toutes. De plus, ils sont d'autant plus à risque, par exemple, chez les femmes, du fait des hormones qui fragilisent l'ossature, par exemple. Une fois la problématique soulevée, nous nous sommes interrogés sur notre pratique en tant qu'IAD et rapidement nous avons constaté que le geste quotidien et phare de l'IAD était l'intubation orotrachéale, même si celui-ci ne résume pas globalement notre rôle au sein du bloc opératoire. Cependant, les techniques pour réaliser ce geste divergent selon les services et praticiens. Nous avons donc mis en avant les différentes pratiques de ce geste et sur les TMS conséquentes à celles-ci. Donc, en raison de nos investigations et notre expérience acquise en cours de formation, nous avons conclu promptement que ce geste est à risque de TMS. Nous avons été frappés par la diversité et l'originalité des pratiques employées. C'est d'ailleurs à partir de ce point qu'en découle notre étude de fin d'études. En outre, celles-ci peuvent être bénéfiques dans une perspective d'approche future auprès de notre employeur actuel. Donc la problématique est la suivante. Pourquoi la position assise lors de l'intubation orotrachéale faciliterait-elle l'ergonomie et la diminution des TMS chez l'IAD? Donc de cette problématique en découlent les hypothèses suivantes. Donc on en a émis 3, dont la première, c'est la position assise permettrait-elle de limiter les amplitudes articulaires dangereuses pour l'opérateur, ou permettrait-elle aussi une meilleure réussite du geste technique quand un patient est disposé à une intubation dite difficile, d'où ID. Et est-ce que la position assise soulagerait-elle la fatigue musculaire des membres supérieurs lors du geste de traction, et est-ce qu'elle améliorerait donc la longévité de celle-ci lors de l'exposition? Afin de réaliser notre enquête, nous nous sommes dirigés vers une méthode inductive qui mêle des entretiens dits semi-directifs. Pour ce faire, nous en avons réalisé au total 8 dans 2 services différents, dont, comme vous pouvez voir sur image, un service qui intube en position assise et l'autre que debout. Premièrement, la première phase représentant l'étape de préparation et de réalisation des entretiens. Pour y parvenir, nous avons tout d'abord élaboré un guide avec des questions de relance. Et après accord hiérarchique, effectivement, nous avons fait ces entretiens uniquement auprès d'IAD avec enregistrement anonyme. Puis dans un second temps, on a contribué à l'émergence de nos résultats et de leur analyse. Pour supplémenter celle-ci, nous avons produit des photographies au sein du bloc opératoire sur mannequin, après entrevue avec un ergonome qui nous a permis de calculer les différents angles des membres lors de l'intubation orotrachéale via le logiciel Kinovea. Pour les résultats, comme vous pouvez voir en figure numéro 1, elle met en évidence le nombre d'années d'expérience des différents IAD depuis le diplôme. Elle est complètement aléatoire et ne cible pas une expérience précise. En figure numéro 2, relève le pourcentage d'hommes et de femmes interrogés. Ceci est en cohérence avec la conjoncture actuelle puisque nous avons interrogé plus de femmes que d'hommes, mais c'est un métier qui est plutôt féminin de nos jours. Pour la suite, en figure numéro 3, cet échantillon met en évidence un seul IAD qui intube en position assise et debout, conditionné par les circonstances vécues, ce qui justifie le fractionnement du camembert en 3 sections différentes. Et pour les autres, ils intubent tous dans une seule et même position. Enfin, en figure 4, on note les spécificités de la décision quant au positionnement pris par l'IAD lors de l'intubation. Les 2 services valorisent leurs habitudes de service. Néanmoins, l'affinité personnelle est fondamentale pour le service A qui intube en position assise. Toutefois, l'ergonomie de l'espace, on voit bien qu'il est estimé à 0% en étant assis puisque le matériel est à proximité et dès lors, il n'y a aucune nécessité d'être mobile.
Pour la discussion, vis-à-vis de la position debout, les IAD déclarent être ergonomiques, pratiques, confortables dans leur gestuelle. Ils insistent davantage sur l'accessibilité simplifiée du matériel. Le geste de traction serait donc optimisé avec une posture debout. Relativement à la position assise, puisque les IAD révèlent avoir une meilleure stabilité, celle-ci contribue à une dextérité lors notamment de la préoxygénation et de la ventilation, car les coudes sont posés sur la table opératoire. L'ergonomie semble alors plus naturelle selon eux et offre un confort et une diminution de la sensation de fatigue. Au final, chaque IAD intube dans sa position préférentielle, mais elle comprend également des habitudes de service. Donc, par l'intermédiaire de notre cadre conceptuel, nous avons pu constater que chaque positionnement engendre des TMS. En finalité, les entretiens ravivent des douleurs des membres supérieurs. Cependant, nous avons dit que les IAD n'établissaient a priori pas de lien avec les TMS ni avec la gestuelle de l'intubation. Un peu de simulation. Donc, sous l'effet cinématographique ci-dessus, nous discernons les angles de confort comme des angles à risque pour l'appareil locomoteur. Ainsi, en position assise, la flexion de la tête est acceptable sans ancrage durable et l'angle de l'avant-bras sur le bras est plus favorable qu'en position debout. En revanche, la tension scapulaire est nuisible, l'angle semble supérieur en comparaison à la station debout et est par conséquence pourvoyeuse de TMS. En position debout, la flexion de la tête est en avant et davantage dépréciative et expose en outre au TMS. L'angle de l'avant-bras sur le bras est donc plus contraignant. La tension est accrue lors de l'intubation, cependant la traction est puissante d'emblée. Quant à la tension scapulaire, elle est moindre. Cela s'explique par une gestuelle accentuée vers l'avant et vers le haut. En termes de vérification des différentes hypothèses, la première est partiellement invalidée ou validée, dans le sens où on voit la position assise respecte certains angles lors de la gestuelle et non l'ensemble. Le constat est identique pour la station debout. Pour la deuxième hypothèse, elle est en partie validée également car le maintien de la gestuelle perdure puisque la sensation de fatigue est diminuée. Ceci est moins vrai en position debout. Et enfin, la dernière hypothèse, par contre, elle est entièrement validée de par l'ensemble des pratiques. Nous avons récolté des réponses à nos interrogations. Il existe cependant certaines limites. La population est a priori peu représentative de par son nombre restreint. Faute de temps, nous aurions envisagé une investigation plutôt au niveau national. En ce qui concerne la photographie, nous aurions aimé les faire en situation réelle. Or, l'anonymat de la patientèle semble quand même difficile à obtenir par nos propres moyens. De plus, l'application que nous avons utilisée ne nous permet pas à ce jour de cibler l'angulation au niveau du poignet, qui fait tout de même partie intégrante de la gestuelle. Et nous pensons également que l'étude mérite sans nul doute plus d'intérêt pour avoir des résultats plus exploitables. Nous aurions aimé aussi avoir l'avis des médecins anesthésistes qui participent à la prise en soin du patient au bloc opératoire et notamment les internes. En termes d'ouverture, nous nous sommes questionnés sur la transposition de notre étude dans d'autres circonstances où les IAD peuvent exercer, notamment en ce qui concerne le SMUR. Cela ne semble a priori non transposable dans leur pratique quotidienne. En effet, au SMUR, les IAD interviennent dans un environnement qu'ils ne peuvent contrôler. Il en est de même pour la réanimation. Effectivement, l'intubation est souvent synonyme de contexte d'urgence, ce qui laisse peu de place et une impossibilité d'appliquer la position assise dans un tel cadre. C'est le moment de sortir vos téléphones, vous pouvez flasher. C'est un petit livret qu'on avait fait l'année dernière au moment de notre mémoire, qui est de règles de bonne pratique que vous pourrez lire tranquillement. Voilà. Durant la formation, nous n'avions aucune notion ni de cours magistraux sur l'ergonomie. De plus, dans notre établissement, il n'existe à ce jour pas de référent en ergonomie. Il nous paraît essentiel d'être formés et réinformés aux gestes et postures impactant notre profession. Cette formation doit être continue et recyclée régulièrement, comme l'est la FGSU par exemple. C'est pour cela que nous proposons un livret d'accueil pour les étudiants et les professionnels ciblés sur l'ergonomie. Celui-ci reprend notre projet et vous donne quelques règles de bonne pratique. Alors, dans une démarche de recherche continue, il existe à ce jour un nouveau dispositif visant à préserver l'ergonomie et le maintien de l'intégrité musculo-squelettique des soignants. Ah, mince, pardon.
C'est ainsi que nous avons pu trouver le dispositif d'exosquelette qui fait partie des nouvelles avancées. Celui-ci est un dispositif mécanique ou textile revêtu par le salarié et visant à lui apporter une assistance physique dans l'exécution d'une tâche par une compensation de ses efforts et ou une augmentation de ses capacités motrices. Mais tout comme nouveau dispositif mis sur le marché, celui-ci a un coût et ne peut être étendu dans un premier temps à l'ensemble des personnels. Même si grâce à l'exosquelette, la fatigue musculaire est diminuée, le geste d'intubation reste un mouvement répétitif. Le fait d'ajouter un dispositif, un poids supplémentaire est exercé sur la colonne vertébrale. Même si ce dispositif semble prometteur, il ne peut être adapté à tout type de morphologie. Il existe notamment des risques tels que les frottements, la manipulation et l'acquisition lors de l'utilisation. Celui-ci semble énergivore car il existe un apprentissage complet. Enfin, son poids semble causer des troubles de l'équilibre. En guise de conclusion, l'intubation est et restera un geste répétitif qui ne respecte pas tous les angles de confort. Il semble essentiel d'apporter une vigilance accrue quant aux gestes de notre quotidien. Les deux positions assises comme debout ont tous deux en finalité des avantages comme des inconvénients. Il semble opportun d'adopter ce geste dans la position qui semble la plus adaptée à la situation rencontrée. Il est important de graver dans nos esprits que l'ergonomie concerne aussi notre environnement. Ainsi, le risque de TMS n'est pas seulement présent qu'au moment de l'intubation orotrachéale.